Je vous jure. Mais alors je vous jure que j'avais tellement d'espoir. Mais c'est complètement raté. 3 ans après la sortie d'Alien Covenant, on n'avait toujours pas de nouvelles sur la suite de ce dernier. Je scrutais chaque mois les réseaux dans l'espoir d'y voir la mise en chantier de Awakening. Mais un jour, en décembre 2020, Disney annonce la préparation d'une série Alien, supervisée par FX et réalisée par Noah Hawley, qui se passerait sur Terre avec un sous-entendu comme quoi l'histoire serait assez proche de notre époque. Donc, qu'elle pourrait se dérouler avant le premier film Alien. À ce moment-là, je n'arrivais déjà pas à concevoir une série Alien, et encore moins sur Terre, donc j'avais d'énormes doutes, j'étais même assez déçu de l'annonce à l'époque. Le temps passe, très peu d'informations nous sont données, ça reste assez discret. Puis on commence enfin à avoir des indications. Ça va se passer en 2094, sous fond de garde de corpo, avec des humains transférés dans des corps synthétiques. Bon, déjà, 2094, je me demandais comment relier ça avec la saga en restant dans quelque chose de cohérent. Non seulement avec les préquels, Prometheus se déroulant en 2093, et surtout par rapport à Alien où normalement la première fois que l'humanité rentre en contact avec le xénomorphe c'est en 2122. Noah finit par nous lâcher une phrase remplie de mauvaise foi, quelques temps plus tard que j'avais d'ailleurs déjà signalé dans ma première rétrospective de la chaîne sur Alien vs Predator Requiem, où il nous dit « On n'a jamais vu le xénomorphe arriver sur Terre, donc ça peut être hyper intéressant de développer ça. » Encore une fois, RIP Requiem. Je vous jure que ça me gaffe qu'on oublie ce film. Et donc, à part ça, la guerre de corpo était ce qui me donnait le plus envie. Pour moi, c'est encore aujourd'hui une des rares thématiques intéressantes à développer dans Alien, qui n'a été que réellement introduite dans l'univers étendu. Puis encore plus tard, on nous dit finalement que la série va se passer en 2120, et surtout que Noah n'apprécie pas spécialement les préquels de Scott et choisit donc de les ignorer. Ce qui veut dire, on va venir détailler tout ça au fur et à mesure, que la série n'est pas canon à la chronologie principale, et donc pas à Prometheus et Covenant. Ayant beaucoup aimé les préquels, je pense que vous pouvez saisir ma frustration immense quand j'ai appris ça. Mais par contre, on nous annonce qu'il va y avoir 4 nouvelles créatures dans la série, et ça compensait pas mal. Il nous dit vouloir faire un lien direct avec le premier film, et aussi avec Aliens. Si on prend en compte le lore autour du Nostromo, il est censé partir de la Terre vers Tedus entre 2120 et 2121. Il fait le voyage en moins d'une année, avec sa technologie FTL Faster Than Light. Élément très important à garder au coin de la tête. Donc oui, la série est censée faire un lien très rapide et direct avec le premier film. Durant l'année 2025, quelques mois avant sa sortie, plein de teasers hyper cryptiques nous sont donnés. Ça n'en dit rien sur le scénario, mais ça montre que les nouvelles créatures sont mises en avant. On joue avec beaucoup de mystère, et franchement la DA est hyper bonne. Bref, ça commence à donner très envie. Les premiers trailers officiels sont là, et ça semble plutôt cool. On reste quand même sur nos gardes. Du moins, perso, déjà, je trouvais l'image et la photographie assez plates. Et les plans sur le Xeno faisaient tellement plastique qu'on aurait dit de la mauvaise CGI. La preuve, dès les premiers teasers ici, on a tous cru que c'était de la 3D. Donc dès lors, quelque chose commençait déjà à puer. Mais donc, si on récapitule, on nous tease guerre de corpo, transhumanisme, xénomorphe sur Terre, nouvelle créature et nouveau lore tout neuf. Et quand on m'annonce tout ça, voilà à quoi je m'attends. Une infestation de xénomorphes sur Terre, à la limite dans une ville plus ou moins grande, mais mise en quarantaine avec un énorme contrôle par les méga-corporations sur les médias pour éviter les fuites, histoire de rester cohérent avec le premier film Alien où personne n'est encore vraiment censé connaître l'existence du Xéno. D'ailleurs, Ripley est aussi sur Terre à ce moment-là pendant la série. Des nouvelles créatures, donc voir ce qu'elles vont apporter par rapport aux xénomorphes, comment elles vont montrer que l'alien est encore plus intéressante que celle-ci, explorer leurs interactions, s'ils vont se foutre sur la gueule pour certaines, et si d'autres à contrario vont créer une sorte de relation symbiotique, et peut-être même explorer un peu plus le principe d'hybridation de l'alien, voir un facehugger féconder une des créatures, ça peut donner un peu de fraîcheur. Puis pour rester avec le Xeno, voir différentes castes de la ruche évoluer en même temps, donc avoir peut-être un runner avec un drone, ou avoir carrément un prétorien dans la même œuvre. Bref, pour une série, le potentiel concernant le développement du Xeno est assez immense. Surtout lorsque Noah nous dit, quelques semaines avant la sortie, qu'il va y avoir certaines séquences entièrement et uniquement avec le xénomorphe. Puis concernant la guerre de corpo, avoir de l'espionnage industriel, peut-être que chacune des 5 corporations va vouloir s'emparer d'une des 5 créatures, pour essayer de trouver un compromis entre ces structures, que chacune y trouve son compte, comprendre comment elles fonctionnent, les voir se battre pour monopoliser le marché de l'Android, puis Prodigy qui arrive au milieu avec ses hybrides qui peuvent tout remettre en question. Et aussi je le répète, qu'est-ce qui va rendre le xénomorphe hyper important et qui va donc engranger d'immenses ressources de la part de Weyland-Yutani pour réussir à en capturer un à tout prix. Enfin voilà. Franchement, quand on me parle d'une série alien qui se passe sur Terre avec toutes ces informations-là, je m'attends à quelque chose du genre. Et je suis sûr à 100% qu'une grande partie d'entre vous a imaginé tout ce potentiel-là. Mais donc, avec tout ça, j'avais envie de faire une comparaison de budget. La série Alien Earth, c'est à peu près 30 millions de dollars par épisode. Game of Thrones, si on prend en compte l'inflation, c'est environ 10 millions par épisode. D'ici là, je me dis, Game of Thrones, qu'on aime ou pas, niveau réalisation et effets spéciaux et décors, ça en envoie plein la gueule à chaque saison.
Alors avec 30 millions par épisode pour une série Alien, je vais être servi, ça va être insane, ça va décoiffer. Difficile de pas avoir des attentes assez grandes avec ces informations-là. C'était quand même le champ libre pour nous offrir un truc qui défonce. La série finit par arriver en août 2025 et c'est l'énorme douche froide. Il y a quelques bonnes choses, mais c'est comme Romulus, de la poudre aux yeux. Pour cette rétrospective, on va donc analyser chaque épisode chronologiquement. On va essayer de se structurer un peu plus que d'habitude parce que on a du taf. C'est parti. Donc, on nous pose les bases de l'univers avec les premiers écrans de titrage comme quoi c'est la course technologique et que la première compagnie qui développe la technologie qui leur permettrait d'atteindre l'immortalité dominera le monde. D'accord, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment nouveau comme sujet dans Alien. Je ne pense pas que ça aurait mérité à ce qu'on nous l'envoie plein la gueule comme ça avec un titrage alors que ça fait déjà 7 films où Weyland-Yutani tente de mettre la main sur le Xeno dans ce but-là, sans compter l'univers étendu. Alors, ok, la série va surtout s'adresser à une nouvelle génération de fans, donc faut que ça repose les contextes. Mais ça existe depuis plus de 40 ans. Tout le monde sait que les méga-corporations dans Alien, surtout Weyland-Yutani, cherchent à dominer la galaxie grâce à de nouvelles technologies et que le xénomorphe va devenir hyper convoité par les entreprises. Donc tu te doutes bien déjà que même sans avoir vu aucun film, le xénomorphe servira pour la création d'armes ainsi que tout ce qui touche à la médecine et à la longévité de la vie. Là, dès le début, Noah essaie d'expliquer une facette de l'univers qui n'a pas besoin de l'être. Même quand il explique rapidement son lore avec les 3 formes technologiques hyper avancées, entre l'androïde, le cyborg et l'hybride, je trouve que ce n'est absolument pas nécessaire de le mentionner ici puisqu'on nous le montre en image littéralement dans l'introduction de ce même épisode. Surtout que pour l'hybride, c'est un peu du spoil. Ça enlève tout ce côté spécial à l'avènement, qui est censé être sa première apparition. Il aurait fallu à la place simplement écrire que l'humanité est à l'aube d'une évolution technologique révolutionnaire, comme ça la surprise est encore plus grande quand on verra la scène de transfert arriver. Pour le cyborg, ça me dérange moins. C'est assez nouveau et ça permet de montrer qu'il est déjà introduit depuis des années dans cette timeline. Et si on n'en voit pas dans le reste de la saga, ça peut être expliqué par le fait qu'ils ont arrêté d'être produits puisqu'ils sont devenus obsolètes, trop chers, voire trop dangereux. Enfin voilà, je n'ai pas de problème le concernant. Puis voir des ajouts robotiques dans le corps humain dans Alien, ce n'est pas nouveau en vrai dans l'univers étendu, comme Dark Descent par exemple, ou même avec le GES dans Rogue Incursion. Non, mon problème vient d'un autre détail le concernant, qu'on verra dans quelques minutes. Le générique se lance et on découvre l'USCSS Maginot dans de superbes plans. Et on commence par voir directement une brillance sur sa carlingue. Putain. Ok, bon, ils vont nous faire une Alien Romulus ou ils vont nous simuler un effet de pellicule pour nous rappeler la patine photographique du premier film. J'ai toujours trouvé ça absolument débile de filmer en numérique pour ensuite en post-production simuler de la pellicule. Bon, bref, faut avancer. Nickel, on nous accroche encore avec des plans hyper familiers. Il nous fait vraiment une Alien Romulus là ? Ça fait 3 fois qu'on a la même intro avec Alien, Romulus et maintenant Earth. Je crois qu'on a compris qu'on était dans Alien, hein. On découvre ensuite un premier aperçu des bestioles, enfermées dans des box, et déjà j'ai une question. Elles n'ont pas l'air d'être en hyper sommeil là, alors que l'équipage du Maginot l'est. Donc quoi, elles sont restées comme ça pendant des années de voyage interstellaire sans être nourries ? Et même si l'équipage a l'air de faire une ronde pour les surveiller et les nourrir, elles ne meurent pas de vieillesse ? Putain, on n'est même pas à 2 minutes de lancement de la série que tout est déjà mal foutu. Et vas-y que je te refoute le même découpage avec les fondus enchaînés d'Alien, t'aimes ça hein ? On commence à nous introduire l'équipage du Maginot, bravo Noah, vous avez bien réussi à recopier sur un film de plus de 40 ans, c'est très bien, mais soulignons quand même qu'ils ont bien géré le travail sur le HMC en reproduisant à la perfection le style des années 80 pour les acteurs. On nous apprend donc que le monde est gouverné par les méga-corporations, et que chacune d'entre elles semble avoir la direction d'un continent entier, et que ce vaisseau est une mission Weyland-Yutani. On a aussi vu que le vaisseau revient d'un voyage de 65 ans, et donc qu'ils sont partis en 2055. Ce qui veut bien dire que Weyland-Yutani existait déjà à cette époque. Ce qui veut dire qu'on est bien dans une timeline différente, donc pas d'Empire des Trois Mondes, ni des Amériques Unies. Puis pareil concernant Weyland-Yutani, où son lore change par rapport au canon principal. Weyland rachète Yutani uniquement en 2099. Bref, j'ai pas plus de choses à dire ici à part Monsieur Teng. Lui, je ne comprends pas. C'est un androïde ou pas ? Je reviendrai en parler quand on abordera l'épisode 5, mais je ne comprends pas ce personnage. D'un côté, dans cette même scène, il parle de son salaire, ça serait bizarre de payer un androïde, ça veut dire qu'ils sont à peu près libres et qu'ils ont des droits, 200 ans avant que Asia Collective leur permette d'en avoir. Bon, Alien 4 est même pas forcément canon avec Earth, donc on ne va pas le prendre en compte. Mais c'est surtout qu'à un moment, on entend un mec dire à voix basse « putain d'androïde ». Donc ouais, ça semble bel et bien être un androïde. En tout cas, il a l'air d'avoir quelques mystères intéressants à développer. Alors là, on a un rat, ou une souris morte, et ça ne m'étonnerait pas que ce soit un peu comme Romulus, comme une signature pour montrer qu'ils sont cool, qu'ils font du gore, qu'ils font du alien, qu'ils s'écartent de leur genre traditionnel. Ça continue avec des fondus enchaînés sur impression, et vraiment, la série en est fourrée, il va y en avoir partout pour se créer un certain style lent, lourd, pour créer une tension pesante, mais en fait, c'est encore et surtout pour faire comme les anciens films, comme Alien, Aliens, et même Résurrection avec son effet de morphing.
La série va s'approprier ce style tout au long de ses épisodes, mais elle va très mal l'assimiler en surutilisant cet effet jusqu'à en gerber, comme si c'était une norme dans les premiers films alors que non. La série va complètement surinterpréter n'importe quel effet de montage et de réalisation des films originaux, en passant complètement à côté de ce que ça représentait. Pareil avec ces genres de flash cut illisibles là, comme je les appelle. Vraiment c'est immonde à regarder. Tout ça pour faire écho aux effets de lumière qui clignotaient de manière anarchique quand l'alien attaquait dans le premier film. Noah essaie tout le long de s'approprier des effets de style des 2 premiers films, mais sans savoir les utiliser correctement, ni ce que ça signifie au niveau de la mise en scène. Changement de lieu, enfin sur Terre, pour aller découvrir Neverland, l'île de la corporation Prodigy, première ref à Peter Pan. Pourquoi pas, du coup on fait directement le parallèle avec l'hybridation, les enfants et même carrément l'île coupée du monde. La suite ici, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que je ne sais pas ce qu'est ce truc qui va revenir régulièrement, il a l'air de nettoyer un genre de moisissure, mais pour le coup je ne sais pas exactement quelle signification ça va apporter, et quel parallèle à faire avec le reste de la série. On nous introduit Boy Cavalier et Marcy atteinte d'un cancer qui va devenir la première hybridée. La séquence est bien amenée, pas de problème, même si là encore on a littéralement maintenant des extraits du film Disney de Peter Pan. Encore une fois, c'est le début, on introduit les thématiques. Mais je ne peux pas m'empêcher de grincer des dents. Voir Disney poser sa marque comme ça sur Alien, perso, quelque chose se brise en moi. Et ça m'inquiète pour la suite. Ah bah voilà, génial, elle appelle son nouveau corps par Wendy. Comme si ça ne commençait déjà pas à devenir assez explicite qu'on allait avoir des parallèles avec Peter Pan. Merci Noah, j'avais presque oublié. Ah bah le voilà, tiens, Noah en personne dans le rôle du père. Le transfert de conscience est réussi, même si on ne va pratiquement jamais évoquer dans la série que ce n'est pas vraiment un transfert mais plutôt une copie des souvenirs et de la personnalité, et que les gamins qui sont devenus des hybrides sont morts, remplacés par une IA qui les imite. D'ailleurs, on en parle de la technologie de dingue pour l'univers alien. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de brancher des prises dans le cerveau de Marcy, ça se fait comme ça presque sans aucun contact direct. On est presque sur de la magie. Et ça, c'est un truc qui va revenir régulièrement dans la série. La technologie a bien un aspect rétrofuturiste, mais en soi, elle est hyper avancée. Encore plus que dans le reste de la saga pratiquement par moment. Donc ouais, le rétrofuturiste ici, c'est de la poudre aux yeux. C'est juste un emballage pour amadouer les fans. Et ouais, non mais là faut aller se faire foutre, hein. C'est quoi cette technologie de dingue? Faut arrêter au bout d'un moment. Elle saute d'une falaise et subit pratiquement aucun effet de l'énergie cinétique à l'impact après une chute de moins 30 à 50 mètres. On n'est même pas à la moitié de l'épisode 1 que déjà chaque scène a un problème. En vrai, l'effet est cool, mais ça annonce déjà un personnage hyper cheaté en fait. Le reste de l'épisode est surtout très lent, un peu comme toute la série au final, avec de temps en temps, plutôt rarement même, des plans sympathiques comme ici avec le plan séquence de la transition des enfants, qui rend plutôt bien. Oui, bien sûr qu'une série n'a pas le même temps de tournage qu'un film et qu'il faut aller encore plus vite, donc on ne peut pas se permettre de proposer la même réalisation qu'au cinéma. Mais quand même, il n'y a aucun effort sur le découpage, c'est généralement plat. Il n'y a aucun plan marquant, aucune sensation de claustrophobie ou de gigantisme. Boy Cavalier commence à lire des passages de Peter Pan, ok j'en ai marre. La série nous prend juste pour des cons en fait. Noah nous prend pour des cons. En plus, il avait bien dit que la série s'adressait à une nouvelle génération de fans. Aux jeunes. Bravo Noah. Pour une énième fois, tu prends donc la nouvelle génération de fans pour des cons. Chapeau. Et ça là, lire des extraits du bouquin, ce sera dans tous les futurs épisodes, pour bien être sûr que t'aies compris le parallèle, hein. Et puis faudrait pas oublier que c'est Disney qui a les droits d'Alien, hein. Ah non, surtout pas. L'épisode se poursuit dans le Maginot, juste avant le crash, on découvre le bras cybernétique du cyborg Moreau, son design est très cool et franchement, plutôt stylé, mais justement, il y a quelque chose qui va pas, puisqu'il a un effet trop biomécanique, similaire au xénomorphe. Du coup, ça enlève justement l'unicité du design du xéno dans le lore de la série, puisqu'apparemment sur Terre, ils ont développé des techs qui ont un aspect rappelant l'exosquelette du xénomorphe. Putain, mais je vous jure que rien ne va, vous allez me dire que je pinaille sur des détails, mais même pas, c'est des trucs qui me sautent direct aux yeux. Noah n'a juste pas compris Alien. On dirait qu'à la base il voulait faire une série de monstres, mais qu'on lui a finalement proposé d'en faire un truc avec Alien. C'était une théorie qui se racontait sur mon serveur Discord, je n'avais pas envie d'y croire, mais maintenant il y a un monde où c'est le cas. L'alien fait sa première apparition et c'est dégueulasse. La mise en scène est immonde, ça essaie de reprendre comme je l'avais expliqué les codes du premier film avec la lumière qui clignote de partout, mais la caméra fait n'importe quoi et ça en devient illisible. Et c'est ça, Noah veut faire que sa série ressemble à Alien, mais c'est tout. Ça y ressemble mais ça n'en a pas compris la mise en scène ni les subtilités. C'est pour ça que les 3 suites à Alien sont excellentes et que j'aime les préquels, parce que chacune des suites possède son style et n'essaie pas de recopier le précédent. Là j'ai l'impression qu'on me crache à la gueule et qu'on essaie de m'amadouer. Je termine le premier épisode et après on va critiquer tout à la suite. Je n'arriverai pas à faire ça sur chaque épisode. Je vous jure que ça m'emmerde tellement de dire du mal d'une œuvre alien. Ça me fait absolument pas plaisir de vous sortir ça. J'avais tellement envie que ce soit bon, mais rien n'est respecté dedans.
Donc ici le Xeno recule comme un camion, et en vrai, pourquoi pas, ça permet d'accentuer une démarche peu commune, comme Big Chap ici lorsqu'il s'approche de Lambert. Sincèrement, j'aime beaucoup, ça rajoute ce côté déstabilisant. Sauf que ça va revenir à aucun moment dans la série. Pareil là, bordel, mais regardez-moi cette immondice de plastique. En plus, on croirait presque voir là où le dôme s'emboîte. Et vous continuez à dire que cette merde est la meilleure chose qui soit arrivée à Alien depuis Aliens? Rien que le design du Xeno est affreux, beaucoup trop lisse, avec ses tubes dorsaux trop courts, ce qui enlève une certaine prestance à la bête, et son torse qui ressemble à une carapace de tortue. Que c'est laid! Et vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que Noah n'aimait pas cette partie du design du Xeno. Il n'aimait pas le torse squelettique qui rappelait trop l'humain. Alors que c'est littéralement le but du xénomorphe! Et le pire, c'est que rien ne justifie ce changement du côté du lore. Dans chacun des autres films, l'apparence du Xeno a toujours été justifiable. Là, il n'y a rien, c'est du foutage de gueule, c'est juste un caprice. Et là on peut le dire, c'est non seulement le costume le plus cheap de tout Alien, parce qu'on voit trop l'acteur sous le costume, mais c'est aussi le design le plus raté de tous, de très loin. Ça ne fonctionne plus de mettre un acteur sous le costume, on n'y croit plus une seule seconde, sauf si vous trouvez le bon design. Ok, j'avais un peu crié sur Romulus avec ses animatroniques hyper mous, mais au moins, ils ont fait l'effort de créer un design qui permettait de ne pas mettre l'acteur sous le costume. Et le design des clones de Romulus est hyper pique. Bref, on avance dans cette merde, le crash sur la station spatiale est assez bien foutu pour le coup, c'est bien filmé. Ok, Wendy commence à montrer ses pouvoirs magiques en contrôlant les caméras, et préparez-vous bien parce qu'on n'aura aucune explication. Même les concepteurs et Boy Cavalier n'auront aucune réponse, alors que c'est eux qui ont programmé les hybrides, mais bon, tant pis, hein, c'est la magie de Disney. Et là, nouveau problème, j'accepte de voir des dessins animés, mais des films d'animation 3D, vraiment? Et bah moi, ça me fait les mêmes effets que lorsque vous vous reprochiez au préquel d'avoir des hologrammes. Ça n'a pas sa place ici. J'ai du mal à croire qu'avec des techs, écrans et affichages aussi rudimentaires comme on le voit dans le Maginot par exemple, sur les écrans chez Prodigy et même quand on voit la qualité des appels vidéo, qu'un tel film d'animation 3D peut exister dans cet univers. Ça ne marche tout simplement pas. Le vaisseau s'écrase, enfin ça bouge, enfin un peu de positif, les plans du réacteur allumé sont impressionnants, c'est agréable. L'échelle de grandeur là fonctionne bien, et on découvre pour la première fois une ville terrienne futuriste, et ça donne envie d'en voir plus. Et surtout envie d'y voir une infestation de xénomorphes, avec une guerre contre les autres bestioles également. Alors là, le montage nous fout un ralenti assez incompréhensible pendant qu'il parle. Vraiment, le montage de cette série c'est du grand n'importe quoi, je vais revenir régulièrement mais c'est chaotique. Et là, je comprends pas l'intérêt de nous foutre ce ralenti-là. Sauf s'il veut créer un sentiment de malaise pour appeler Alien, justement, mais ça fait forcer. Il rentre dans le bâtiment, et un genre de screamer maladroit et dégueulasse survient. On aurait pu s'en passer. Hop, deuxième screamer nul avec le chien. Wendy apprend que son frère est au site de crash et veut aller l'aider. Elle convainc Cavalier d'y aller, elle va donc se préparer. Et il récupère une machette qu'elle cachait. Ok, pourquoi? Quel est l'intérêt de cacher ça? Dans quel but? T'avais prévu de dégommer toute l'île en mode Doom? Bref, on retrouve enfin juste après ça les autres gosses hybrides, et perso j'avoue qu'au début je trouvais qu'ils jouaient assez bien, mais ils vont vite devenir relous avec des mimiques insupportables qui vont les définir et les faire juste passer pour des débiles. Leur âge mental ne correspond pas avec l'âge qu'ils devraient avoir. Mais donc, c'est parti, ils partent sur le terrain. Amener Wendy au site de crash, je l'accepte. Mais les autres? Non, ils n'ont rien demandé, mentalement ils ne sont même pas un minimum près, c'est des gamins, ils n'ont pas l'air d'avoir été pitchés un minimum correctement. Le risque de les perdre est immense, sachant que Cavalier sait qu'il y a des bestioles dans le vaisseau, enfin, on le saura plus tard, mais il le sait en ce moment. Donc bravo sa responsabilité d'envoyer sa nouvelle technologie top secrète toute fraîche sur une première mission beaucoup trop extrême. Franchement, je salue la stupidité du personnage. De retour dans le vaisseau, troisième screamer nul et identique au premier, faut pas déconner, ils ont déjà plus d'inspi là ou quoi? Moreau commence à reprendre en main la situation de Maginot, probablement le seul personnage cool de la série. J'aime bien le dialogue ici, mon frère, je ne suis pas ton frère, qui aura un impact intéressant et bien ficelé dans le développement du personnage par la suite. Et ça y est, première scène avec une nouvelle créature, et c'est une tic de l'espace. Le design est cool, mais c'est pas forcément hyper original. Je veux dire, on est dans Alien, je m'attends à découvrir des créatures hyper bizarres, inhabituelles et presque contre nature. Pas un truc qui ressemble et qui fonctionne à peu près à ce qu'on connaît sur Terre. Bon, ok, on verra avec les autres bestioles. L'attaque et la scène fonctionnent bien, plutôt cool en vrai, ce qui va être assez rare dans la série, alors je préfère le souligner ici. Mais ça reste juste une tic bien dopée, donc rien de si nouveau que ça. Les hybrides arrivent bientôt sur place, encore dans le vaisseau, et Kirch, l'androïde de Prodigy que j'ai pas encore évoqué, entame un genre de dialogue d'introspection sur l'humanité et sa technologie. Intéressant dans le fond, mais complètement hors de propos dans la forme. Et je comprends pas pourquoi il sort ça là comme ça à une gamine en face de lui, avec un air étrange et méfiant, alors qu'avant il semblait beaucoup plus doux avec Wendy. Je comprends pas ce retournement soudain qui fait contraste avec son introduction et sa relation qu'il a eue jusqu'ici avec elle. On dirait que tout d'un coup, il lui montre du mépris pas vraiment justifié. Ou alors peut-être qu'avec ce discours sur l'humanité, il la met en garde, mais ouais, je trouve que ça ne colle pas. Il manque du développement entre-temps. Une scène où il montre une forme de jalousie envers les hybrides, pourquoi pas.
L'épisode se termine enfin et bordel, c'est quoi cette musique? C'est quoi ce rock qui n'a rien à faire ici? Et encore, ici ça fonctionne un minimum, mais tous les épisodes vont se terminer par du rock bien rythmé, qui va complètement contraster avec l'épisode qui lui est généralement lent. Mais c'est surtout que ça nous sort complètement de l'ambiance, puisque la musique va s'amorcer sur une dizaine de secondes avant le générique. Donc, ouais, on est complètement sorti et on s'attend à ce que l'épisode se termine d'une seconde à l'autre. C'est vraiment une idée de merde. Non pas que je n'aime pas le rock ou que je trouve ces musiques nulles, mais c'est à chier comme idée, c'est mauvais. Épisode 1 terminé, et c'était affreusement raté. Et c'était que le début, il va y avoir encore pire dans le reste de la série. Étonnamment, l'épisode 2 dans l'ensemble est celui que je trouve le plus sympathique. C'est même le seul que je pourrais un minimum défendre malgré des défauts évidents. On reprend l'exploration de l'épave du Maginot, et on se reprend une nouvelle fois un genre de petit screamer suspense extrêmement maladroit. Déjà vu et peu original, vraiment arrêtez de faire ça, et surtout pour du Alien. On découvre de nouveaux cadavres, et là c'est plutôt sympa, parce que ne connaissant pas encore les caractéristiques de chacune des créatures, on est en droit de penser qu'ils ont tenté une chirurgie d'urgence pour retirer l'embryon du Chestbuster. Et dans tous les cas, dans le contexte de la série, je trouve que ça marche plutôt bien, puisqu'on ne sait pas pourquoi il a été ouvert comme ça. Même si on a notre petite idée, pour une fois, on n'est pas forcément sûr que ce soit le xénomorphe qui en est à l'origine, et ça rajoute à ce moment-là un certain suspense angoissant. On avance un peu, les squads de secours traversent l'épave et arrivent dans une cage d'escalier, et là, visuellement, c'est moche. Enfin, ce n'est pas juste moche, c'est nul en fait. On est dans un immeuble qui semble avoir des parties commerciales et des parties habitées, et surtout que le bâtiment semble être assez riche en fait. Je n'ai jamais vu une cage d'escalier publique, voire d'urgence comme ça, aussi laide et froide. On dirait qu'ils avaient même plus de budget pour ce décor-là, ou qu'ils ne voulaient pas s'emmerder. Et je ne veux pas pinailler pour rien, mais vraiment, c'est le décor le plus impersonnel qu'on peut avoir dans une œuvre de science-fiction. Et on est dans Alien! Le visuel, c'est hyper important, merde. Même pour un escalier de service, c'est plat. Bref, Boy Cavalier surprend la scientifique psychiatre Sylvia, en train de regarder les archives des enfants avant leur transfert, et je ne comprends pas ce développement antipathique de merde concernant Cavalier. Elle lui explique littéralement le sens du projet, et comment accompagner les enfants dans tout le processus d'amélioration et d'évolution, alors que lui semble se foutre de ce qu'elle lui raconte. Alors que c'est justement pour ça qu'il a créé tout ce projet, putain con de toi! Tout ce qu'il fait dans la suite de cette scène, c'est reprendre l'avantage sur la conversation pour lui réexpliquer le but du projet, mais avec des mots plus crus. Tout ça pour nous montrer que c'est un mégalocouillon, comme si on n'avait déjà pas compris dès sa première apparition que tout va se retourner contre lui. Putain, c'est vraiment un personnage de merde qui est juste insupportable parce que tout ce qu'il fait, c'est nous mâcher le travail de réflexion sur la série. Et là, on en vient. Tout ça, pour lui, c'est un projet égocentrique où il veut développer une entité avec une intelligence supérieure pour pouvoir parler avec. Parce qu'en fait, dans la caractérisation de ce personnage-là, c'est qu'il est apparemment extrêmement intelligent. Sauf que c'est débile. Si tu étais très intelligent, tu aurais écouté Sylvia qui t'explique que pour arriver là, le mieux est d'y aller étape par étape, en améliorant le confort de vie. Quel est son intérêt à Cavalier d'ignorer le processus de développement pour avoir ce qu'il veut le plus rapidement possible, au risque que quelque chose foire et qu'une dangerosité en ressorte? Ça c'est de la super intelligence, évidemment on reviendra dessus. Du côté des hybrides, Wendy explique à Cycly qu'elle a un frère et qu'elle veut réussir à le retrouver au site du crash. Oui, parce qu'en fait j'ai pas expliqué, mais en gros, les enfants ont été enlevés pour participer à ces expériences d'hybridation qui pourraient les sauver, et donc qui peut les sauver, sauf qu'après ils ont pas le droit de revoir leurs parents et leur famille, parce que c'est un projet top secret, et en gros voilà l'histoire. Et justement, son frère rencontre enfin frontalement le xénomorphe. La séquence est sympathique, et bien que ça paraît quand même assez limite que le xénomorphe n'arrive pas à rattraper Hermite dans un simple couloir, toujours bétonné, plat et moche, mais bon, c'est sa première apparition, alors laissons-lui une chance. Il lui échappe donc dans l'ascenseur. Flashback d'Hermite avec Wendy qui l'observe, servant de développement de personnage, pas de problème jusque-là, sauf à la fin de la scène, Hermite sort de manière tellement peu naturelle et presque cringe une réplique de l'âge de glace, qui accompagne juste après une putain de surimpression du putain de site de l'âge de glace, comme si on n'avait toujours pas compris d'où ça pouvait provenir. Vraiment, c'est quoi cette image de con? Surtout que Wendy enchaîne avec son pouvoir de piratage magique en complétant le dialogue à travers le robot de service. Enfin, en vrai, pourquoi pas, mais la surimpression de Sid est vraiment de trop. Ça nous prend par la main, comme si on n'avait pas compris le lien émotionnel entre les deux personnages. C'est une série pour enfants, tout simplement. Et je trouve que c'est même insultant de dire ça pour eux. Donc là, les mecs ne savent même pas comment elle a pu prendre le contrôle du système comme ça, alors que c'est eux qui ont créé le corps synthétique et qui l'ont programmé. Ils n'ont pas l'ombre d'une hypothèse, ça sort de nulle part. Puis en tant que spectateur, on pourrait penser qu'elle a quelque chose de spécial à l'origine, avec un cerveau qui fonctionnait un peu différemment avant le transfert. Sauf que non, rien du tout. Ah oulala, ça sent la princesse Disney. Donc, les hybrides accompagnés de Kirsch arrivent, les plans de la ville sont très cool, ça donne envie de voir une infestation de bestioles ici, et Wendy commence à entendre des sons étranges, qui viennent du crash, que les autres hybrides n'entendent pas, même sur la retransmission directe de Cavalier.
ça ressemble de plus en plus à une princesse Disney. Ils arrivent au briefing sur place et vas-y, arrêtez de faire les cons là sur les côtés, on sait que vous interprétez des gamins, pas besoin d'en faire des caisses. Boy Cavalier toujours plus dans les caricatures, y a vraiment aucun personnage pour attraper l'autre dans la série. Première apparition de Yutani, représentant donc Weyland Yutani. Enfin on a un début de développement sur la partie guerre de corpo que j'attendais, la conversation fonctionne bien, malgré Cavalier qui en fait des tonnes, qui ne veut pas enlever ses putains de pieds du cadre. Il ne peut pas être sérieux 2 minutes, surtout pour ce genre de consultation. Non, c'est trop dur, faut vraiment pousser tous les curseurs des clichés à fond pour qu'on déteste ce personnage sans nous laisser libre de se positionner le concernant. Les hybrides s'enfoncent donc dans le site de Crash, et Wendy perçoit encore ces sons étranges. Et grâce à l'énième surimpression pas du tout subtile, on comprend directement que c'est en fait le xénomorphe lui-même qui émet cette fréquence. J'aime bien l'idée, ça permet de proposer du lore sur le xéno, que la communication dans la ruche peut se faire sur différents niveaux auditifs, pratiquement imperceptibles par les instruments humains, et ça permet aussi de justifier l'aspect de communication par télépathie, qui est encore jusque-là une théorie dans la communauté des fans. Je trouve que pour le coup c'est un bon ajout concernant le lore du xénomorphe. L'autre groupe parcourt le Maginot, on a une nouvelle créature, le Diplombicar. Design intéressant, mystérieux et assez menaçant. En tout cas je trouve. Elle n'attaque pas les hybrides, c'est pas de la chair, logique de ce côté-là, il pourrait en découvrir plus sur ça plus tard. Je ne comprends juste pas pourquoi elle l'est faite en CGI alors qu'elle est fixe. Il pouvait largement mettre un effet pratique à la place, ça aurait eu un rendu 100 fois meilleur. Encore une fois, c'est quand même couillon de vouloir nous foutre d'un xénomorphe avec un acteur sous le costume alors que les autres monstres sont tous en 3D. Je ne comprends pas la réflexion. C'est juste du marketing en fait, juste pour dire qu'ils ont fait un alien en effet pratique comme avant. Juste un caprice quoi, pour cocher sur le cahier des charges. Mais du coup les gens, pourquoi vous ne gueulez pas sur les autres bestioles qui sont en 3D, hein? Et c'est ce que je disais, le retour au style rétro-futuriste avec un xénomorphe présent directement sur le plateau, c'est juste un emballage pour tenter de nous amadouer. L'exploration se poursuit et on enchaîne avec la découverte du Theosilus. Assez cool. Moi qui adore les chats et qui espérais tellement que John survive dans le premier film Alien, ça m'avait quand même un peu touché. Donc bien joué Noah pour ça. Et ça entraîne une interaction avec Nibs, qui semble annoncer un futur traumatisme en elle, qui justement pourrait être hyper intéressant à traiter dans le cadre des thématiques de la série. Ils s'en sortent en immobilisant la créature. Bon, j'avoue que là, c'est un peu abusé. Avec la force que l'œil a, tu vas pas me dire qu'il pouvait pas réussir à s'échapper de cette légère boîte en aluminium? Non? Tant pis. Hermite se retrouve dans des étages plus hauts, trouvé ensuite par un figurant, et il semble que l'immeuble n'est pas totalement évacué. Ils vont tomber sur des personnes faisant une soirée au thème particulier. Alors, pour moi, ça, j'ai pas trop d'interprétation. À part celle que d'être une satire sur les riches qui fermerait les yeux sur le danger imminent, se croyant intouchable et à l'abri de tout. Pourquoi pas. Au moins le décor de cet étage est un peu plus travaillé. Ah, le xénomorphe qui se planque derrière les formes de la statue, là aussi c'est plutôt sympa, même si on le voit venir à des kilomètres quand quelques secondes auparavant on avait déjà un plan bien insistant sur cette même statue. Purée, le design est vraiment très laid, mais ça y est, de l'action avec le xénomorphe. Et là, ça déboîte pas mal, le xéno semble hyper rapide et hyper violent. Et j'aurais bien aimé qu'on nous le montre en fait. On dirait que c'est comme pour Prey, où la violence est souvent légèrement cachée et suggérée. Sauf que dans Prey, ça marchait bien parce que Dan Trachtenberg est doué. Là, c'est littéralement complètement caché. Mais passons, ok, on aura d'autres scènes du genre où on aura l'occasion d'en voir plus. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il a tué tout le monde. Ces gens n'étaient pas des menaces, surtout que c'est un seul drone. Son instinct voudrait qu'il enlève des autres pour aller installer et créer une nouvelle ruche. Bon écoute, soyons tolérants, il prépare le terrain pour aller infester la ville dans les prochains épisodes. Et d'un coup, le monstre attaque Hermite. Mais comme c'est un personnage principal, il ne le tue pas tout de suite. Et alors que tout semblait foutu pour lui, Deus Ex Machina. Moro tasse le xéno, qui tombe paralysé au sol. Bon, alors déjà, comment il savait qu'il était ici? Mais donc, en plus de taser le xéno, il tase aussi Hermite parce que, il travaille pour la concurrence. Et là, il enveloppe la créature d'un genre de je ne sais pas quoi. Bon, je n'ai rien de négatif à dire dessus, mais je sais pas, j'ai du mal à m'y faire. Je trouve que ça retire une certaine menace au xéno. L'épisode se poursuit, Kirsch et les hybrides en découvrent un peu plus sur les intentions de la mission du Maginot et de ce que ça transportait. Du côté de Moro, il se fait attraper par les gardes de Prodigy, qui découvrent qu'il est une menace, et le cyborg va faire un miroir à la scène du premier épisode. Cette fois-ci, c'est lui qui va employer mon frère, pour demander aux hommes armés de l'écouter, sauf que ça ne va pas marcher parce que ce ne sera pas sincère, ce qui fait écho, comme on a dit, au dialogue de l'épisode précédent, où il reniait sa communauté lorsque c'était aussi une personne de couleur qui lui demandait de l'aide, probablement le dialogue le plus réussi de toute la série. Le xénomorphe se réveille alors, sentant la peur, et dégomme les gardes. En hors-champ, encore. Kirsch découvre des ovomorphes étalés dans la soute, et envoie des hybrides, des enfants sans surveillance. Faut vraiment être con, putain. De leur côté, Wendy et Slightly trouvent Hermite, dans une séquence émotion, dont personnellement j'avoue ne pas réussir à rentrer dedans. J'ai l'impression de m'en foutre un peu en fait. Après, le fait que Wendy doit cacher qui elle est vraiment à son frère Hermite, ça marche plutôt bien. La séquence est un peu longue et molle, mais bon, faut bien développer les personnages. Kirsch les contacte et leur demande d'aller dans la salle des œufs. Bon, je sais pas vous, mais sa posture est vraiment étrange. Après, je trouve que ça se fond bien dans le paysage d'Alien.
Pendant le chemin, Slightly peut pas s'empêcher de tout balancer. Des os pas des os, mais au bout d'un moment, j'ai juste l'impression que pour toi Noah, les gamins sont un peu crétins, qu'ils sont pas capables de tenir un minimum un secret, surtout que là il dit tout de lui-même sans pression. Si tu dis à un gamin de tenir un secret, à cet âge-là, ils sont assez intelligents pour le garder. Du coup, Hermite découvre que Wendy est sa sœur, pour le reste ça me paraît assez crédible. Le fait qu'il s'assure que c'est bien l'esprit de sa sœur, je l'accepte sans souci. Il trouve les œufs et putain de merde, il y a cette brume bleue à la con, dont sa présence n'a toujours aucune justification, comme dans Romulus, ni même aucune logique sur son fonctionnement. On dirait que c'est là pour être là, genre que c'est les œufs qui génèrent ce laser. Pourtant, ça s'éteint de manière hyper mécanique, et à aucun moment on a une explication de sa présence ici. On ne voit pas non plus d'où pourrait provenir la source de lumière, ça ne sert à rien. Ça fait juste fanservice à 2 balles. Et alors qu'un ovomorphe était sur le point de s'ouvrir, le xénomorphe intervient pour emporter Hermite. Move que je trouve encore une fois illogique pour Alien. Pourquoi empêcher carrément la phase de fécondation d'un facehugger sur un autre? Si l'alien n'avait rien fait, Hermite aurait fini infesté pour sûr. Et à ce moment-là, une fois fait, il aurait pu ensuite l'attraper pour l'emmener autre part en sécurité. Enfin, c'est débile et illogique pour le comportement du xéno, dont la reproduction est l'instinct le plus fort de l'espèce. Bon, malgré mes critiques, c'était pour moi l'épisode le plus divertissant de la série. Le rythme était assez maîtrisé et on s'ennuyait pas. Bref, ça donnait envie de voir la suite. La suite qui va malheureusement faire retomber tout le peu de rythme que la série avait. Wendy va à la poursuite du xénomorphe pour trouver son frère, en retraçant les sons qu'elle entend. Dans le laboratoire, ils ont finalement récupéré et mis sous contrôle les créatures. J'aurais bien voulu voir comment ils s'y sont pris, un peu facile ce genre d'ellipse. Et Nibs revient sur les derniers événements, développant alors un traumatisme. Et là, ouais, ça peut être hyper intéressant à traiter. Je ne sais pas où on peut aller avec, mais il y a moyen d'en faire une dinguerie. Mais donc, ça enchaîne sur un dialogue existentiel où Nibs se questionne sur le fait de ne pas avoir pu garder leur vrai nom, et surtout pourquoi avoir pris ceux de Peter Pan. Encore une occasion manquée pour Noah d'éviter de nous servir sur un plateau l'explication des parallèles à faire avec les enfants perdus qui ne grandiront jamais. Non mais j'ai compris, hein, nous le public sommes un peu cons. Enfin, je pense que c'est vraiment adressé pour le public américain. Et donc, là aussi pour la tic, j'espère que vous l'avez bien vu, parce qu'elle n'aura plus aucune importance dans le reste de la série. On va la revoir dans l'épisode 5, mais c'est un épisode flashback. Et puis, pendant que j'y pense, dans l'épisode précédent, Hermite avait signalé 1000 corps étrangers quand ils ont découvert les cadavres dans la scène de l'infirmerie. Petit spoil, mais c'était donc bien les tics qui étaient à l'origine de ce massacre. Mais je viens de dire 1000. 1000 tics. 1000 tics qui se baladent dans le vaisseau, dans les conduits, les interstices. Ils les ont bien récupérés, les 1000, j'espère. Sauf si elles sont toutes mortes dans le crash, mais Noah n'oserait pas utiliser une telle facilité scénaristique. Pas vrai? Rassurez-moi. Cavalier demande à Kirsch de préparer la cargaison des créatures pour les ramener sur l'île. Il veut profiter de l'occasion pour prendre de l'avance sur Yutani en les lui volant. C'est logique, aucun problème dessus. Et attends, quoi? Là, il demande comment s'en sortent les hybrides. Kirsch lui répond que 3 d'entre eux vont bien, mais que Wendy est partie de son côté sauver son frère. Et Cavalier prend ses responsabilités que maintenant, en disant qu'elle ne peut pas se trimballer seule dans un endroit aussi dangereux. Putain, mais fallait la retenir avant que tes hybrides partent sur le terrain, merde! On nous vend ce gars comme étant un enfant prodige, mais tout ce que je vois, c'est un crétin pourri gâté. La fin de la conversation pour le coup fonctionne bien, où Kirsch lui dit qu'il peut pas être partout puisque déjà il contient une invasion extraterrestre, et Cavalier lui répond d'arrêter de trouver des excuses et qu'il faut récupérer Wendy. Je peux y voir comme un genre de sous-entendu d'une certaine jalousie que Kirsch commence à porter à l'égard de Wendy, et qu'il avait bien fait exprès de la laisser aller seule, peut-être dans l'espoir d'un coin de la tête que quelque chose de grave lui arrive, mais que finalement là il est obligé d'obéir à son chef. Alors là, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Wendy retrouve Hermite, sauf que c'est un piège de la part du xénomorphe. Ouais, ok, pourquoi pas, même si je maintiens qu'il aurait d'abord dû laisser le facehugger l'infecter avant de l'emporter. Ici, j'aime bien le jeu de couleurs avec le orange qui entoure la gueule de l'alien. Il découvre que la bestiole est remplie de sang acide, Hermite pousse Wendy, mais ce crétin passe juste en dessous de la coulée et manque de se faire chatouiller. Pourquoi tu passes en dessous alors que t'avais la place de passer sur le côté? On découvre la force du xéno et sa discrétion, transperçant Hermite, qui restera en vie puisque c'est un des personnages principaux. D'ailleurs, on voit aucune égratignure du coup de machette qu'il s'est pris à travers le conteneur. Wendy le sauve dans un genre de nouveau Deus Ex Machina en lui plantant un outil dans sa mâchoire interne pour l'attirer plus loin. J'aime beaucoup l'idée, c'est une prise qui n'a jamais été vue dans la saga, mais j'ai quand même l'impression que le xéno est en train de devenir une victime. Entre son coup de taser par Marrow et maintenant ça, là d'un coup elle le retourne. Bon, ok, elle a beaucoup de force, mais ça contribue à le ridiculiser. En vrai, pourquoi pas, si c'est juste ça. Le reste de la scène est cool, l'improvisation de Wendy foire, et il se retrouve encore une énième fois en hors-champ pour faire la bagarre. Ouais, donc on verra jamais rien dans cette série. On est à l'épisode 3 et on n'a toujours pas vu un vrai massacre face à nous. Je vais simplement finir par croire que Noah ne sait pas filmer l'alien et ne sait simplement pas filmer des scènes d'action tout court. Parce que nous les cacher à chaque fois à ce point-là, ça relève de l'incompétence. Wendy a donc dégommé en AV1 le xénomorphe, mais elle s'en sort tout de même abîmée.
C'est déjà ça, elle commence à devenir un peu trop forte et frôlait déjà le titre de Marissou. Slightly, toujours du côté des œufs, est rejoint par son pote qui vient le chercher et... Arrêtez, putain, on sait que vous jouez des gosses. Ils se racontent un peu leurs aventures et malgré le surjeu, je trouve que le dialogue reste plutôt crédible, j'ai même lâché un petit sourire. Ils sont interrompus par Moro, s'ensuit la meilleure séquence de cet épisode. Je vais pas tarder dessus, tout est assez crédible. Les échanges sont bons, la compréhension de Moro face aux hybrides, leur comportement lui semble bizarre, mais on sent qu'il est méthodique pour comprendre la situation et la tirer à son avantage. Ça marche bien. Je dirais juste quand même que là, bizarrement, Slightly arrive à garder un secret quand Moro lui demande ce qu'il veut faire des œufs. Pourquoi il ne l'a pas fait quelque temps avant avec Wendy? Bref, Moro semble suggérer que les ovomorphes ont été trouvés sur une lune inexplorée, il ne dit pas laquelle, mais là, comme ça, c'est sûr qu'LV426 nous vient tout de suite en tête, même s'il y a de grandes chances que ce ne soit pas d'ici. Je reviendrai dessus plus tard. Il récupère les données du Maginot, la tech est cool, là au moins il y a un contact direct avec des câbles, contrairement à la scène du transfert de conscience dans l'épisode 1. Moro est sur le point de percer leur mystère, que ce ne sont pas vraiment des synthétiques, du moins pas totalement, en tout cas là, Slightly garde bien le secret. Alors que Moro menace directement le petit gars, Kirsch fait son entrée. Mais en fait, il ne le menace pas vraiment. C'était une ruse pour lui installer un émetteur et oh mais vas-y, encore un gadget qui fonctionne presque à la nanotechnologie qui paraît hors de propos pour du alien. Puis s'échappe juste avant qu'un facehugger puisse le féconder. Dans l'ensemble, c'était une très bonne scène. Elle posait les bases pour de futures intrigues et pas mal d'informations dedans vont revenir. La rivalité posée entre Moro et Kirsch est également très hypante, si ça se dit. On enchaîne sur une séquence où Prodigy investit les lieux avec ses équipes de secours et militaires pour sécuriser l'endroit, en rassemblant les hybrides ainsi que Wendy et Hermit, avec évidemment les spécimens dans le but de ramener tout ça sur l'île. La séquence est particulièrement longue et molle, avec encore plein de fondus enchaînés. Allez, on se bouge, c'est long pour rien. Mais du coup, je peux mettre une croix dans l'espoir d'y voir une infestation de Xenos dans une ville. Je vais donc essayer de me réconforter avec l'espérance d'y voir des expériences poussées sur les nouvelles créatures, et peut-être voir une infestation sur l'île. Là au moins, on reste sur quelque chose de cohérent. L'île coupée du monde, au moins, la populace ne sera pas au courant de ce qui s'y passe. Et puis ça permettra de faire passer l'arc de la guerre de Corpo dans une dimension politique, chose que j'attends toujours de pied ferme. Puis il nous reste une dernière créature à découvrir, ça peut toujours être la surprise. Malgré tout, le potentiel reste très conséquent. Il répare donc Wendy, on commence à développer un peu plus le personnage d'Arthur ainsi que son couple avec Sylvia, le seul personnage à avoir un peu la tête sur les épaules concernant les hybrides. Allez, vas-y, envoie de la sauce avec les créatures, montre-moi un peu de quoi elles sont capables. On a là un premier aperçu de cette dernière bestiole, difficile d'en voir plus, mais ça semble répugnant. C'est une mouche. La dernière créature est une mouche. Bon bah, vu le gabarit de toutes ces créatures, je peux aussi faire une croix sur la possibilité de voir une hybridation de xénomorphes avec elles. C'est vraiment déception sur déception. Plus ça avance, plus le bout du tunnel devient sombre. Boy Cavalier est fasciné par ces monstres et je le comprends, la scène est plutôt accurate. Il s'approche d'un novomorphe et Kirsch, malgré le fait qu'il sache à peu près ce qu'il peut se passer, semble montrer un signe de trahison, comme s'il était prêt à sacrifier son concepteur. Mais bon, il le met hors de portée juste à temps, histoire de nous mettre potentiellement sur une mauvaise piste. Le xénomorphe, le mot est lâché pour la première fois dans la série. Ça veut dire que dans le Maginot, ils ont déjà pu faire des expériences dessus, du moins des observations, et qu'ils l'ont donc nommé ainsi. Reste qu'une question me taraude l'esprit. Est-ce que l'équipage du Maginot savait en avance où il fallait chercher pour trouver ces monstres, et surtout quels étaient leurs critères de sélection? D'ailleurs, dans cette même scène, Kirsch explique rapidement à Cavalier le fonctionnement du Xéno. Il utilise le mot proto-créature. Voilà, ça me fait juste rire, le mot proto pour désigner le xénomorphe. Votre mot protomorphe, ça veut rien dire. Du coup maintenant seuls les synthétiques ont l'autorisation de rentrer dans le labo, ce qui arrange énormément Kirsch. Le synthétique personnel de Cavalier va retrouver les deux hybrides qui ont été en contact avec Moro pour leur demander une chose précise. Une phrase qu'il lui a dit, contenant une énigme que je ne saisis pas encore, mais je pense que le sens est surtout très méta. Quand est-ce qu'une machine n'est plus une machine? Moro s'enfonce dans les bas quartiers de la ville et appelle Yutani. Il est remis à jour sur la gouvernance de la société, la personne pour qui il travaillait quand il est parti est depuis morte, c'est donc sa descendance qui reprend la firme, et jure qu'il retrouvera de lui-même les créatures puisqu'il n'a plus rien à perdre. En tout cas, on apprend que Prodigy a été créé après les années 2055, et doit même être hyper récent, probablement mis en service autour des années 2110, vu l'âge de Cavalier et vu à quel point l'entreprise est jeune comparée à Weyland Yutani. Peut être assez impressionné par la puissance qu'elle est devenue en si peu de temps, mais surtout qu'elle peut tomber également très rapidement à cause du manque d'expérience, ce qui peut devenir un avantage considérable pour Yutani. Curly vient donc voir Cavalier dans l'espoir de prendre l'avantage sur Wendy dans ce complexe, en voulant s'élever et devenir la préférée. Une forme de jalousie commence à s'installer et pour le moment, le développement de chaque hybride me semble assez intéressant. Chacun a un arc très différent, et surtout avec des éléments qui ne me semblent pas forcément hyper clichés non plus, et qui ne sont pas forcément très exploités ailleurs. Sauf lui qui ne sert à rien à paraître le partenaire de crime à Slightly.
Elle va donc faire concurrence avec Wendy en jouant sur son intelligence. Elle sait que c'est ce que recherche Cavalier. Et moi je dis oui, ça peut par la suite lui porter préjudice, puisqu'elle va vouloir d'elle-même être la préférée, alors que du côté de Wendy, elle laisse sans vouloir l'être, juste en restant naturelle. Je trouve qu'il y a une idée plutôt bonne à développer là-dedans. Moreau contacte alors Slightly pour lui soutirer des informations dans le but de préparer son offensive. Nibs commence à péter un câble, j'ai très envie de voir ça. Le gars à la moisissure est là, et je pense qu'en fait il y a plusieurs interprétations à faire à son propos. Déjà, que même si Prodigy montre une surface clean et propre de l'extérieur, ça ne semble pas vraiment être le cas à l'intérieur, et que les noirs secrets que cache l'entreprise finiront par faire surface malgré les efforts mis en œuvre. Et l'autre interprétation serait plus simple. Juste avec le fait qu'ils ont du mal à contrôler de la moisissure, comment ils pourraient garder sous contrôle des créatures extraterrestres? Je pense qu'il y a plus de métaphores à faire derrière cet élément-là, mais je vous propose déjà cette façon de voir la chose. Wendy entend encore le son de la ruche, elle se réveille et se dirige vers la source. Hermite est en parallèle en pleine opération, Kirsch commence lui ses premières expériences sur les créatures avec un ovomorphe. Ici, il retire un poumon à Hermite, ils vont le remplacer par un poumon artificiel. Donc ça dissèque l'œuf, en ouvrant sur le côté pour attraper plus facilement le facehugger. La méthode est astucieuse, ça permet de choper la bestiole par surprise depuis un angle qu'elle n'avait pas prévu. Mais Wendy à côté ressent la détresse de la bestiole. Il l'ouvre et en sort... un embryon de Chestbuster. Ok. Pas, hein. Alors, je ne suis pas forcément fan de l'idée, cependant, si c'est amené à être utilisé dans le canon principal, cela pourrait justifier les très rapides fécondations qu'on a pu voir dans Alien Covenant, mais également dans Alien Romulus. Wendy fait un malaise à cause des cris de la ruche, et là, ok. Personne n'a entendu tomber? Non? Vous ne vous retournez pas? Concernant la larve ici, non. Il n'y a pas de trace de pathogène noir. Ce n'est pas ce que vous croyez voir. N'oubliez pas que la série n'est pas canon à la chronologie principale et ignore les préquels. Ce qu'il se passe dans les films de Scott n'existe pas dans cette timeline. Hermite est donc en fin d'opération, placé dans un caisson rappelant ceux d'Aliens, et son poumon a donc été placé ici, pour servir les expériences. Kirsch amène l'embryon au poumon et... ok. Donc un xénomorphe va se développer entièrement juste avec ça? Il a tout de même besoin de plus que ça dans la logique pour grandir. Alors oui, rien qu'avec un poumon, il a accès à l'ADN humain, mais tout le reste... les nutriments, tout ça... Enfin, ça paraît juste hyper cheaté s'il a besoin de juste ça. Et en fait, vous savez quoi? Ça permet de pas tuer un personnage principal. C'est également une facilité. L'épisode avait tout de même beaucoup de facilité scénaristique. Alors ouais, il y avait des moments assez bien écrits, mais on sent déjà les faiblesses du scénario. Le souci, c'est que rien qu'avec ces 3 épisodes, je vois toujours pas l'intérêt de la série. Puis j'avoue que, dès la moitié de cet épisode, on a déjà commencé à s'emmerder. L'épisode 4 est la continuité de celui-ci. Le rythme va drastiquement chuter. Mais malgré tout, ils arrivent à nous tenir en haleine, principalement grâce aux créatures. Ce qui est ironique, parce qu'en réalité, à aucun moment elles ne vont vraiment servir la narration. Ce que je veux dire, c'est que peu importe la créature, aucune d'elles n'exerce une réelle influence sur le déroulé des événements. Leur développement est en point mort dès qu'elles sont amenées sur Neverland. Le xénomorphe dans les films est un moteur qui sert à enchaîner les événements, mais aussi à poser une ambiance. Ce qui va bien sûr poser l'intrigue au fur et à mesure, mais également mettre en lumière la cruauté humaine. Ici, les monstres n'ont aucun réel impact dans l'histoire. Tous les événements sont 100% provoqués par les humains, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça permet de mettre en avant une phase souvent mise de côté dans Alien par le public, qui est le danger du capitalisme. Sauf que dans les films, les phases de danger entre le capitalisme et le xénomorphe sont parfaitement balancées pour nous garantir du divertissement. Ici, malgré les créatures hyper dangereuses enfermées toutes au même endroit, à aucun moment on ressent une certaine tension ou pression de leur part sur une potentielle évasion. Du coup, à aucun moment on ressent l'urgence de la situation. Du coup, toutes les intrigues et développements de chaque arc sont longs. Tout est tellement étiré qu'on a l'impression que rien ne va se passer durant toute la série. Et c'est factuellement le cas. L'arc de Moreau sera affreusement long pour une résolution qui n'aura servi à rien par exemple. Et celui de Kirsch de son côté est lui pratiquement inexistant. Enfin bref, j'en reparlerai quand on arrivera à la fin. Mais tout ça pour dire que même si le xénomorphe est à la base de danger imminent et pratiquement secondaire à l'intrigue de la saga, là, dans la série, son rôle est encore plus réduit. Il ne sert vraiment à rien, on peut facilement l'enlever de l'équation. Ça ne changera rien à la série. Et vu comment il est traité dans la deuxième moitié, ça aurait même été mieux comme ça. C'est con d'arriver au point de dire qu'Alien Earth aurait été mieux s'il n'y avait pas eu de xénomorphe. Sauf que s'il n'y avait pas de xéno, ça deviendrait une série quelconque. Cherchez où est le problème. Wendy passe donc au contrôle technique, aucune explication n'est trouvée sur la raison de sa capacité à pouvoir entendre les gossips des aliens. Son audition est coupée, et j'aime bien cet élément-là. Ça déshumanise les hybrides en creusant le trou sur la frontière de l'humain qu'ils étaient et leur nouvelle identité dont on ne sait pas vraiment comment on peut maintenant les qualifier. Ils ne sont ni humains, ni vraiment machines et ni cyborgs. Et on voit que pour le moment, un contrôle direct est toujours exercé sur eux. Donc, d'après Wendy, les xénomorphes l'auraient choisi pour parler. On voit déjà les rails, on y est même dessus. Surtout quand Cavalier cite lui-même « Quand la technologie atteint un certain niveau, ça ressemble en tout point à de la magie ». Oui, bah tu confirmes juste la nouvelle princesse Disney. Et s'ensuit le début de la pire idée jamais faite dans Alien.
Cavalier lui demande de reproduire ce qu'il entend. Et putain que c'est cringe, sortez-moi de là! Cette intervention va également encore plus creuser la jalousie que Curly développe envers Wendy. Comme je l'ai dit, on enchaîne sur des séquences peu intéressantes et pas non plus hyper importantes, dont celle-ci où Hermite dialogue avec Wendy sur le manque qu'il y a eu entre eux. Ah tiens, ça, la lecture de Peter Pan ne m'avait pas manqué. On va donc retrouver Slightly qui se balade particulièrement loin dans le but de développer la manipulation et l'emprise de Moreau sur lui. Son but est maintenant de faire en sorte qu'il accepte de faire sortir un œuf du laboratoire pour que le cyborg puisse le récupérer sans trop d'accroc. Mais d'abord, il doit réussir à choper sa vraie identité. Le plan est crédible, bien que sa mise en place soit particulièrement longue et ennuyante. Évidemment, la mise en scène l'est également. Alors, pour le coup, je trouve l'utilisation de la surimpression pendant le champ contre champ assez pertinente, mais c'est si long! Pour vraiment pas grand chose, on s'emmerde. La série perd du temps sur le développement d'autres facettes importantes. Et ce crétin de Noah, après la sortie de la série, va se plaindre d'avoir été limité à 8 épisodes au lieu de 10. Cette série, c'est du troll! Slightly retrouve Kirsch, même si le personnage n'est pas très intéressant, faut quand même avouer que l'acteur Timothy Olyphant dégage une vraie présence dès qu'il apparaît dans une scène. Bon, en gros, là on comprend qu'il est au courant du contact entre Moreau et l'hybride. Ok, vas-y, on y est. Ça démarre les expériences avec le Theosilus. D'ailleurs, j'ai envie de souligner ici la très bonne réutilisation du système d'iris qu'on pouvait avoir dans les conduits d'aération du Nostromo, transposé ici, servant d'ouverture pour les bocaux contenant les spécimens. C'est quand même autre chose que le fanservice de la brume bleue qui n'a aucun sens. La séquence est très réussie, je me permets aussi de dire un petit mot sur les effets spéciaux qui sont généralement de très bonne qualité et assez homogènes durant l'intégralité de la saison. Les artistes VFX ont fait un travail particulièrement bon là-dessus. Et donc, la scène est franchement bien maîtrisée. On ressent de la vraie fascination morbide envers la créature, l'effet représentant sa vision est bien foutu, et là on comprend tout de suite que le vrai danger le concernant sera du côté de son intelligence. J'évoque également la bande-son de cette scène que j'apprécie, du moins c'est la seule que je retiens de toute la série avec ses voix qui semblent à la fois complètement désordonnées, mais qui se soutiennent chacune, amplifiant la bizarrerie de cette scène, puisqu'on va pas se mentir, de ce côté-là, les musiques sont généralement très oubliables. En tout cas, malgré la mouche et la tique, au moins au milieu, le Theosilus semble réussir à relever le niveau. Cependant, ma crainte est qu'il éclipse carrément le xénomorphe. Arthur amène sa femme Sylvia hors des caméras pour essayer de la raisonner, et enfin on commence à en parler, que tout le programme d'hybridation n'est probablement pas sain. Arthur flirte enfin avec le sujet important voulant que ces hybrides soient des copies, et qu'ils ont tué les enfants originaux. On y est, sujet important à développer sur ce nouvel élément clé que la série aborde, et c'est tout. Ça ne va jamais revenir. Nibs intervient et annonce qu'elle est enceinte, je vais essayer de pas mettre trop d'espérance sur cet arc-là non plus, vu le talent de Noah, à mon avis ça va vite être balayé avec une facilité scénaristique. En tout cas ça se poursuit avec une séance de thérapie, mais Nibs est convaincu de ce qu'elle raconte, et saute en mode screamer sur Sylvia. Disons que je me souviens plus vraiment, mais je crois avoir légèrement sursauté, peut-être la seule fois sur les 8 épisodes. C'était assez inattendu. Le reste est écrit correctement, mais la mise en scène et le montage sont particulièrement lourds et ennuyants. Je ne vais pas m'attarder dessus, vraiment rien à redire, on rentre dans toute la partie ennuyeuse d'Alien Earth. Hermite discute avec le synthétique qui lui pose des questions, il reste toujours un employé et qu'il doit travailler pour eux sinon il est considéré comme un intrus au sein de l'île et qu'il pourrait être abattu à vue s'il ne part pas, et son poumon artificiel lui sera facturé très cher. Wendy retrouve Cavalier qui tente de faire encore une allusion à Peter Pan, j'ai plus la force, en comparant les événements précédents au récit du livre, ouais bon ok allez. Le xénomorphe c'est le crocodile, le Theosilus c'est la fée clochette, Moreau le capitaine Crochet, bon voilà on va pas tous les faire. Le dialogue est aussi assez bon, Wendy dit qu'il ne faut pas faire de mal aux créatures, mais Cavalier lui se défend en disant que si les créatures avaient l'opportunité de les attaquer, il le ferait. Il transpose ça ensuite sur son frère Hermite, en créant un dilemme sur le sort de celui-ci. Sauf que la différence entre les deux types de violences faites, opposant les expériences à des créatures, est que l'un est de la curiosité, et l'autre un instinct de survie. Mais bon, du coup sa manipulation fonctionne bien, reste que la scène n'était factuellement pas si nécessaire que ça. Ici ça veut changer de nom, toujours pas très intéressant même si pour une fois ça fait du bien de voir Kirsch être un minimum compatissant avec un hybride. Donc, il croise Slightly en interrompant sa tentative de s'approcher des œufs devant l'entrée du labo. Aucun souci ici, à part son jeu d'acteur qui commence à être particulièrement relou à suivre avec ses bégaiements. On en revient donc à une nouvelle intervention toujours aussi molle entre Moreau et Slightly, qui va lui expliquer que voler un œuf est trop dur pour lui, mais Moreau ne veut pas l'entendre, et ayant plutôt soutiré sa réelle identité, il ne laisse plus le choix parce qu'il tient sa famille en joue. Il lui suggère d'amener directement une personne pour qu'il se fasse infester par un facehugger. On va donc rentrer dans une dimension intéressante, puisqu'on va chercher dans un coin de la tête qui va en être la victime. Là-dessus, ça fonctionne plutôt bien, jusqu'au moment où le personnage qui finira dans cette situation sera lui aussi une énième facilité scénaristique.
Le développement des hybrides continue ici, ça explique comment ils fonctionnent, quel dispositif mis en place pour leur assurer un confort, et ils expliquent une nouvelle fois comment fonctionne le lore de cette timeline. Que donc les gouvernements n'existent plus à cause de leur non-entente, que ce sont les méga-corporations qui ont repris la gouvernance, en se répartissant certains continents, et qu'on les appelle les 5. Grosse différence avec le canon principal, où en 2120, et dans tout le reste de la chronologie, les gouvernements sont toujours en place, avec les Amériques Unies, l'Empire des Trois Mondes, l'UPP, comme dit plus tôt. J'invente rien, hein, c'est le lore. Noah a littéralement affirmé que tout n'a pas besoin d'être dans un univers parallèle, dans le sens où il crée ici son monde avec ses règles, séparant son histoire de la chronologie principale. Slightly arrive et pose ses boules en affirmant une vérité, pourquoi Wendy a la chance de voir sa famille mais pas les autres, élément hyper important mais qui là aussi ne reviendra finalement absolument jamais. Wendy va donc au laboratoire parce que Cavalier lui avait demandé de l'aider à étudier l'alien, dans le but d'essayer de communiquer avec, ce qu'elle fait de ce pas, putain, que c'est cringe. Slightly observe de son côté tel un psychopathe ermite, en nous faisant comprendre que c'est lui qui l'amènera près des œufs, et d'un coup, le Chessbuster en sort. La CGI est particulièrement réussie, et Wendy termine donc son baptême de princesse Disney en parlant et caressant cette fois littéralement la créature, puis la musique toujours aussi hors de propos intervient. Que dire, c'était pas un mauvais épisode. C'est juste que c'était chiant. Qu'il ne se passe pas grand chose, c'est pas forcément un problème, mais c'est juste que les intrigues s'étirent tellement qu'on a l'impression que rien ne se passe. Puis vu comment le développement du Xeno se passe, ça annonce du vraiment pas très bon pour la suite.